Bonjour à tous, chers étudiants, bienvenue encore dans la poursuite de notre cours de neurophysiologie. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier module qui portera sur la construction de la neurophysiologie et dans ce module, nous allons débuter avec le premier chapitre intitulé Organisation du système nerveux. Il faut corriger cette erreur, il ne s'agit pas de l'organisation du système nerveux central, mais du système nerveux en général. Alors, comme on l'avait déjà mentionné dans la vidéo précédente, ce premier module intitulé Construisons la neurophysiologie est un module qui a été conçu juste pour nous permettre de pouvoir passer en revue les différentes notions qui sont nécessaires pour pouvoir appréhender ce cours de neurophysiologie. En fait, ces notions sont des notions basiques qui nous permettront de parler un même langage et qui nous permettront de réduire au maximum des termes qui peuvent prêter à confusion. Voilà, nous allons débuter maintenant par parler de l'organisation du système nerveux. Et dans ce premier chapitre, nous aurons à balayer trois points très importants. Tout d'abord, nous allons commencer par donner les similitudes et les différences entre le système nerveux central et l'ordinateur. En quelque sorte, nous allons comparer l'ordinateur et le cerveau humain. Ensuite, nous allons parler de l'organisation du système nerveux proprement dit. Et enfin, nous allons boucler ce premier chapitre en rappelant certains concepts clés qui sont utilisés en neurophysiologie et qui doivent être bel et bien clarifiés avant le temps pour qu'à chaque fois que nous serons en train de tenir un discours quelconque, nous ne puissions pas assister à des termes qui pourraient prêter à confusion. Alors, nous allons démarrer ce premier chapitre en commençant par faire une comparaison entre le cerveau humain et l'ordinateur. Au fait, lorsque les ordinateurs ont été mis au point, il a été bel et bien constaté que ces machines électroniques possèdent plusieurs caractéristiques communes avec le cerveau humain. Au fait, c'est comme si les inventeurs de l'ordinateur se sont bel et bien inspirés du fonctionnement du système nerveux, en l'occurrence du cerveau humain, pour pouvoir essayer un peu de construire, de bâtir, de construire, d'inventer quelque chose qui pourrait en quelque sorte imiter le fonctionnement du cerveau humain. Voilà pourquoi il y a plusieurs similitudes et il y a plusieurs différences qui sont associées lorsque l'on compare le cerveau humain et l'ordinateur. Nous allons commencer par parler des similitudes et la première similitude, c'est le fait que les ordinateurs possèdent des circuits d'entrée. Les circuits d'entrée sont appelés communément en anglais les inputs, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces structures qu'on retrouve au sein des ordinateurs qui permettent d'entrer les données. Par exemple, le clavier est rattaché à un circuit d'entrée de sorte que à chaque touche que nous pouvons appuyer au niveau du clavier, l'information est récupérée et acheminée au niveau du processeur du système nerveux central. Pas du système nerveux central, mais de l'ordinateur. Et c'est à ce niveau-là, au niveau du processeur de l'ordinateur, que l'information est traitée et l'information sera affichée au niveau de l'écran. Donc, lorsque nous sommes en train de manier nos claviers, nous imprimons certaines informations qui seront transmises comme des signaux au niveau du processeur de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle des circuits d'entrée. Et ces circuits d'entrée sont comparables à la partie sensorielle du système nerveux. Comment ces circuits sont comparables à la partie sensorielle du système nerveux? C'est parce que cette partie-là est la partie qui s'occupe de la collecte des informations, des interactions entre le système nerveux central et l'environnement extérieur. Et la partie sensorielle démarre à partir des récepteurs
qui sont des structures localisées au niveau des terminaisons nerveuses et qui unissent l'environnement extérieur avec le système nerveux périphérique avant de pouvoir transporter les informations vers le système nerveux central. Donc, les circuits d'entrée des ordinateurs, communément encore appelés des inputs, permettent d'entrer les données pour les acheminer vers un processeur, alors que la partie sensorielle du système nerveux central aussi récupère les informations en périphérie pour les diriger vers le système nerveux central. Donc, ça c'est la première similitude concernant les circuits d'entrée et la partie sensorielle. La deuxième ressemblance, c'est le fait que les ordinateurs possèdent des circuits de sortie. Des circuits de sortie qui sont comparables à la partie motrice. Comment les circuits de sortie sont comparables à la partie motrice? C'est parce que quand nous entrons les données, des informations à partir de notre clavier ou à partir d'une clé USB, je ne sais quoi d'autre, donc à partir de n'importe quel périphérique dans nos ordinateurs, ces informations sont traitées au niveau du processeur de l'ordinateur et après traitement par le processeur de l'ordinateur, ces informations sont acheminées via des circuits de sortie qu'on appelle encore en anglais des outputs vers l'écran où elles sont affichées. De la même façon, les informations qui ont été récupérées par la partie sensorielle du système nerveux central et acheminées au niveau qui ont été récupérées par la partie sensorielle du système nerveux périphérique et acheminées au niveau du système nerveux central, ils sont traités par ces centres nerveux, à savoir l'encéphale et la moelle épinière. Et après, ces informations sont récupérées par la partie efférente, qui peut être la partie motrice ou alors la partie autonome. Ce n'est pas seulement la partie motrice, même la partie autonome aussi. Alors, la partie motrice et la partie autonome constituent ce qu'on appelle les outputs. Donc, l'information en provenance des centres est acheminée en périphérie en vue de pouvoir générer une réponse de l'organisme face aux stimuli environnementaux déjà traités à partir des centres nerveux. C'est ça le rôle de la partie motrice qui est comparable au circuit de sortie qu'on remarque dans nos ordinateurs. Alors, les ordinateurs ont bel et bien des signaux de sortie qui proviennent des signaux d'entrée et ces signaux de sortie sont bel et bien comparables au simple réflexe de la moelle épinière. Parce que l'arc réflexe, si nous prenons par exemple l'arc réflexe au niveau de la moelle épinière, il est constitué par un neurone afférent qui récupère les informations en périphérie et les amène au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Et puis, ces neurones afférents-là peuvent être considérés comme un circuit d'entrée et il est rattaché à la partie sensorielle. D'ailleurs, nous savons tous que les neurones de la corne postérieure de la moelle épinière sont bel et bien des neurones sensoriels, donc récupèrent les informations sensorielles. C'est ce qu'on appelle la division afférente. Alors, les centres nerveux sont localisés là même au niveau de la moelle épinière, où les informations récupérées en périphérie à partir des neurones sensitifs qui arrivent au niveau des corps cellulaires des neurones sensitifs de la corne postérieure y est traité et puis à partir des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, l'information va vers les muscles squelettiques ou alors vers les viscères pour pouvoir déclencher leur activité motrice. C'est ça l'arc réflexe, la constitution de l'arc réflexe. De la même façon, nous pouvons dire, dans l'arc réflexe, la partie sensitive est comparable au circuit d'entrée, tandis que la partie motrice est comparable au circuit de sortie. Donc, un exemple très clair et très précis par rapport à ça, c'est l'exemple de l'arc réflexe au niveau de la moelle épinière.
Ensuite, l'autre similitude, c'est l'unité centrale qui est comparable au système nerveux central. L'unité centrale de l'ordinateur est constituée bel et bien du processeur et ce processeur s'occupe du traitement de l'information. Processing en anglais signifie traitement. To process signifie traiter. Voilà. Donc, l'unité centrale comprend bel et bien le processeur de l'ordinateur et c'est à ce niveau que toutes les informations sont traitées. De la même façon, le système nerveux central, à savoir l'encéphale et la moelle épinière, s'occupe bel et bien du traitement des informations reçues en périphérie. Donc, vous voyez que c'est la même façon, c'est c'est à la lumière du fonctionnement du système nerveux central, pas du système nerveux central, mais du système nerveux que les ordinateurs ont été mis au point. Et c'est de cette même façon-là que nous aussi, nous avons décidé de pouvoir agencer notre cours. Nous allons commencer par étudier les circuits d'entrée, en l'occurrence des afférences périphériques. Ensuite, nous allons étudier les centres nerveux pour finir avec les circuits de sortie ou les efférences périphériques. Alors, cependant, il y a plusieurs différences entre les ordinateurs et le cerveau humain et nous allons pouvoir les élucider. D'abord, la première différence, c'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale fait référence à la capacité des neurones à pouvoir subir des modifications pour pouvoir s'adapter aux informations qui sont contenues, aux informations auxquelles ces neurones sont soumis. Je donne un exemple. Dans cette figure, malheureusement, ma webcam est en train de la cacher, mais je vais tenter de pouvoir la montrer en totalité autant que je peux. Voilà. Avec cette figure, il y a moyen de pouvoir expliquer la plasticité. Il y a moyen de pouvoir expliquer la plasticité cérébrale. Je déplace ma webcam. Ici, vous voyez comment une stimulation, vous avez une cellule cible et vous avez des neurones qui sont rattachés à la cellule cible. Prenons par exemple la muqueuse olfactive a une constitution pareille. Donc nous avons des récepteurs qui sont bel et bien de nature cellulaire, mais aussi après nous avons des neurones qui récupèrent des informations et les dirigent vers les centres nerveux. Alors vous pouvez avoir des neurones qui font jonction avec des cellules cibles et ces cellules fonctionnent exactement comme des récepteurs. Alors, ici vous avez 3 neurones qui sont reliés à cette cellule jouant le rôle de récepteur. Alors, la cellule subit, donc les neurones subissent un certain nombre de modifications qui vont leur permettre de pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont plongés. Je donne un exemple. Ici, vous avez 3 neurones au niveau de cette cellule et puis vous appliquez une stimulation environnementale. Ici, vous avez maintenant les 3 neurones, mais il y a régression d'une terminaison nerveuse. Vous voyez, il y a régression d'une terminaison nerveuse et puis à la fin, il y a remodelage des connexions synaptiques. Il faut que vous arriviez à comprendre quelque chose par rapport à ça. Si par exemple ces neurones sont censés transmettre de l'information au niveau de la cellule cible. Donc, ces neurones sont considérés comme des neurones qui apportent la stimulation environnementale au niveau de la cellule cible. Vous le voyez ici, nous avons 3 neurones qui apportent la stimulation environnementale au niveau de cette cellule. Mais en réalité, les 3 neurones
seuls les deux neurones. Le premier, celui-ci, le neurone je sais pas, moi ça c'est quelle couleur ça? Je sais pas, un peu jaune là, mais moi je maîtrise pas des couleurs là. Et ça, je sais pas moi, je sais pas si c'est une couleur rose. Ça c'est un rose et ça c'est un peu un jaune. Alors, on suppose que euh, seul le neurone en jaune et le neurone en rose apportent l'information en provenance de l'environnement vers cette cellule cible. Est-ce que tout le monde me comprend? Je répète mes explications. Nous prenons ce neurone et celui-ci. Donc les trois neurones sont connectés sur cette cellule cible. Alors, le premier neurone, mais le problème c'est que ces trois neurones ne transmettent pas tous l'information en provenance de l'environnement. Donc les stimuli environnementaux qui doivent rejoindre cette cellule cible n'est pas transporté par les trois neurones à la fois. Il y a seulement deux neurones. On suppose que ce sont deux neurones seulement qui arrivent à transporter ces stimuli environnementaux. Donc le premier et le troisième, le neurone en jaune et le neurone en rose. Tandis que ce neurone en bleu ciel, lui ne transporte pas l'information en provenance du stimuli environnemental. Quel est le résultat maintenant? Les trois neurones vont s'adapter. Étant donné que ce neurone, lui, ne fout pratiquement rien, ces fibres vont bel et bien dégénérer. Donc, ces ramifications vont bel et bien dégénérer et ce neurone va disparaître, va finir par disparaître parce que finalement, il ne sert plus à rien à la cellule. Il ne sert plus à rien à la cellule. Les deux neurones qui travaillent, qui rapportent de l'information, les stimuli environnementaux au niveau de la cellule cible vont bel et bien s'organiser, vont faire tout le travail ensemble. Vont faire tout le travail ensemble, vont couvrir le travail à deux, le troisième neurone va dégénérer. Voilà, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité d'un réseau neuronal à pouvoir se modifier en fonction de la façon dont les stimuli, en fonction de la façon dont ces neurones sont sollicités pour pouvoir transporter les stimuli. Alors, cette notion de plasticité cérébrale est bel et bien une notion très très importante, surtout dans la mémorisation. C'est vraiment vraiment une notion très très importante. On en parlera plus tard dans la physiologie de la mémoire. Ce même phénomène se déroule au niveau du système nerveux central lorsque nous sommes en train d'étudier, lorsque nous sommes en train de pouvoir acquérir des informations, que ce soit des informations intellectuelles ou des informations dans divers domaines. Nos neurones subissent ce phénomène de plasticité cérébrale. Donc avec ce phénomène, vous pouvez ajouter des neurones supplémentaires ou alors vos neurones peuvent dégénérer. Des neurones qui ne travaillent pas arrivent à dégénérer. De la même façon, vous allez voir que si vous ne soumettez pas votre cerveau à un travail intellectuel, à un moment donné, vous serez faible intellectuellement. De la même façon, lorsque vous soumettez votre cerveau, votre système nerveux central à un travail intellectuel, vous allez accumuler beaucoup d'informations et vos neurones vont accumuler beaucoup de connexions entre eux et il n'y aura pas de neurones qui vont dégénérer et par conséquent, votre système neuronal sera bel et bien au point, il n'y aura pas de neurones qui vont disparaître. Ce qui n'est pas le cas au cas où vous ne voulez pas solliciter vos neurones à un travail intellectuel. Donc, ça, la plasticité cérébrale, ça, c'est un phénomène qu'on remarque uniquement au niveau du cerveau. Mais ce phénomène on ne peut pas parler de plasticité cérébrale au niveau de l'ordinateur. Franchement, ces concepts n'existent pas. L'ordinateur ne peut pas s'adapter. D'ailleurs, s'il y a un déficit en un constituant du circuit intégré de l'ordinateur, automatiquement l'ordinateur ne va pas continuer à fonctionner. Donc, la plasticité cérébrale, en bref, peut être définie comme une réadaptation d'un réseau neuronal en fonction de sa sollicitation
par des informations en provenance de l'extérieur, en provenance de l'environnement. Ça, c'est possible dans le système nerveux central, c'est possible au niveau du cerveau, mais ça, c'est jamais possible au niveau des ordinateurs. Donc, vous ne pouvez pas parler de l'adaptation d'un ordinateur, c'est pratiquement impossible. Ensuite, il y a le modèle de travail. Le modèle de travail est vraiment, vraiment différent lorsque nous essayons un peu de comparer le cerveau humain et l'ordinateur. Pour le cerveau humain, qui est constitué essentiellement de neurones, les neurones travaillent en réseau. En réseau, et ces neurones sont bel et bien hyper connectés, comme vous les voyez sur cette figure. Sur cette figure, vous voyez ce réseau de neurones, donc plusieurs neurones qui sont hyper connectés entre eux pour la transmission de l'information. Normalement, ces connexions entre les neurones sont bel et bien appelées des synapses. Par exemple, ici, vous voyez ce neurone avec son axone et ses terminaisons axonales qui font synapse avec les corps cellulaires des deux autres neurones. Donc, ici, à ce niveau, nous avons, ça c'est un neurone, ça c'est son axone, et ça, ce sont ce qu'on appelle des boutons synaptiques. Ces boutons synaptiques sont fixés au corps cellulaire du neurone postsynaptique. Et ce genre de synapse est appelé synapse axosomatique. Axosomatique. Parce que c'est une jonction entre l'axone d'un premier neurone avec le corps cellulaire ou soma d'un deuxième neurone. Donc, synapse axosomatique. Ça, c'est pas possible pour les ordinateurs. Les ordinateurs fonctionnent en mode unitaire, ne fonctionnent pas en réseau. C'est vraiment, vraiment une des grandes différences de l'ordinateur. Donc, l'ordinateur a ce qu'on appelle un fonctionnement individuel. Il y a ce qu'on appelle un programme qu'on insère à l'intérieur de l'ordinateur et c'est ce programme-là qui doit fonctionner non pas en concordance avec d'autres programmes. Le fonctionnement est tout à fait individuel. C'est pas ce qui se passe au niveau du système nerveux central. Voilà pourquoi l'ordinateur peut tomber immédiatement en panne et ne plus fonctionner, mais le cerveau, vous pouvez avoir des dégénérescence de certains neurones dans une partie du cerveau, mais étant donné qu'il y a beaucoup de connexions entre les différents neurones, le cerveau va continuer à fonctionner. Tandis que l'ordinateur, ce n'est pas le cas. S'il y a un problème dans les circuits intégrés, toute la machine ne fonctionne pas, justement à cause de ces problèmes-là. Mais le cerveau lui-même, les neurones travaillent en réseau et c'est ce qui fait que il y a des zones qui sont saines, arrivent à voler au secours des zones qui sont détruites. Voilà. Ensuite, nous allons parler de l'équivalence du nombre de neurones. Normalement, le système nerveux central, l'ordinateur a un équivalent de seulement 2,5 millions, donc de 2 500 000 neurones, ce qui n'est pas le cas pour le cerveau humain. Le cerveau humain a en moyenne 100 milliards de neurones hyper connectés. Est-ce que vous vous rendez compte? Tandis que l'ordinateur a une capacité de 2 500 000 neurones, seulement 2 500 000 neurones, mais la capacité d'un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones. Donc, vous voyez qu'en aucun cas, l'ordinateur ne peut remplacer le cerveau humain. Ensuite, il y a aussi la raison d'existence de l'ordinateur. Normalement, les ordinateurs ont été conçus pour résoudre les problèmes qui dépassent les possibilités du cerveau. Au fait, il y a au niveau des ordinateurs ce qu'on appelle l'ordinateur a été inventé en vue de pouvoir servir d'aide-mémoire à l'homme. Au niveau de l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle le système binaire. Le système binaire, c'est le système des 1-0. 1 positif, 0 négatif. Donc, avec ce système binaire-là, ça permet de minimiser au maximum le nombre d'erreurs. C'est la raison pour laquelle l'ordinateur a été conçu.
pour pouvoir aider le cerveau humain à minimiser le nombre d'erreurs. Avec le fonctionnement système binaire, l'ordinateur permet de pouvoir accepter certaines entrées. Donc, avec le système binaire, l'ordinateur fait en sorte qu'à chaque entrée correspond une sortie caractéristique. Donc, à chaque input correspond un output tout à fait caractéristique, ce qui minimise au maximum le risque d'erreur. Ce n'est pas la même chose avec le cerveau humain. Pour le cerveau humain, pour un input, vous pouvez avoir plusieurs outputs. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, avec ce système-là, vous avez un système binaire qui est trouvé au sein des ordinateurs. Ce système binaire permet de pouvoir minimiser le nombre d'erreurs, mais ce système binaire ne permet pas de pouvoir pousser la réflexion plus loin. Vous voyez? Parce que normalement, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Donc, ce qui n'a pas été programmé ne pourra pas bénéficier d'une réponse. Ce qui n'est pas avec le cerveau humain. Le cerveau humain, lui, il permet de pouvoir donner. Il permet de pouvoir donner plusieurs réponses à une donnée qui est entrée au niveau de la partie sensorielle. Donc, pour un input, on peut avoir plusieurs outputs. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir avec votre ordinateur, mais vous pouvez réfléchir avec votre cerveau. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous adapter avec votre ordinateur, mais vous pouvez vous adapter avec votre cerveau parce que votre cerveau peut donner plusieurs outputs à un seul input, mais aussi avec le phénomène de plasticité cérébrale. Seulement, vous allez constater que le problème, c'est le problème lié à l'exactitude. Donc, en quelque sorte, l'ordinateur est ordonné, mais le cerveau humain est désordonné. Donc, c'est tout ce que vous pouvez noter par rapport à cette différence. Mais il y a aussi d'autres différences. La cinquième différence, c'est par rapport avec la programmation. Normalement, l'ordinateur nécessite une séquence d'instructions que nous appelons la programmation. En quelque sorte, ça signifie quoi? La séquence d'instructions appelée la programmation. Donc, vous voyez, si vous achetez un ordinateur qui est neuf et que vous voulez saisir par exemple un document Word sur cet ordinateur-là, il ne sera pas possible tant que vous n'aurez pas installé Microsoft Office. Vous voyez, il ne sera pas possible. Vous devez installer un système d'exploitation. Vous devez installer un système d'exploitation pour vous permettre de pouvoir saisir un document Word. Otherwise, it won't be possible to do such things because you need something to make as a program for your computer. Donc, vous allez voir que ici, vous avez un ordinateur. Il faut un programme. Il faut un programme pour pouvoir exécuter certaines tâches. Je donne un exemple. Vous avez vos fichiers PDF. Vous n'arriverez jamais à les lire sur un ordinateur si vous n'avez pas installé un programme qui est spécialisé dans la lecture des fichiers PDF. Par exemple, Adobe, par exemple, Foxit Reader, par exemple, Nitro Reader. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas pour un cerveau. Le cerveau humain, lui, n'a pas besoin d'un programme. Le cerveau humain fonctionne très très bien. Je ne sais pas comment le Seigneur a arrangé ces histoires au niveau de nos têtes, mais au moins ces neurones sont hyper connectés et fonctionnent de façon indépendante en recogeant des informations, mais aussi en réseau par la transmission des informations d'un neurone à un autre. Donc, il n'y a pas besoin d'un programme. Nous ne sommes pas des machines. Nos cerveaux humains ne sont pas des machines, ce sont bel et bien des structures qui fonctionnent, dont les constituants fonctionnent bel et bien en réseau, ce qui n'est pas le cas pour un ordinateur. Et là, j'ai donné un petit exemple, je vais vous expliquer ce que veut dire cet exemple. Vous voyez, si par exemple vous tapez sur un ordinateur l'équation x carré plus 3x plus 5 égale 0, ça c'est une équation du second degré
à une inconnue. Une équation du second degré à une inconnue. Normalement, ces équations du second degré à une inconnue, si vous vous rappelez bien de votre cours de mathématiques, ces équations possèdent une solution si les discriminants qu'on appelle encore le delta est supérieur à 0. Le delta, normalement, c'est b carré moins 4ac. Donc, l'équation est de la forme ax carré plus bx plus c. Et le delta est égal à b carré moins 4ac. Et il doit être supérieur à 0 pour que des équations du second degré à une inconnue soient résolvables dans l'ensemble R. Alors, si nous avons x carré plus 3x plus 5 égale 0, là, nous avons a égale 1, b égale 3 et c égale 5. Si nous faisons delta égale b carré moins 4ac, nous aurons delta égale 3 au carré moins 4 fois 5. Ça fait 9 moins 20, parce que 4 fois 5 égale 20, donc ça fera 9 moins 20, ce qui donne moins 11. Donc delta égale moins 11. Avec delta égale moins 11, normalement, selon l'ordinateur, selon la programmation qu'on a instituée dans l'ordinateur, un delta inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Donc, comme le delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution pour cette équation. Mais ça c'est l'ordinateur qui dit ça, parce qu'il a été programmé de ne jamais donner une réponse pour des deltas qui sont inférieurs à 0. Mais donc, à chaque input, à chaque delta inférieur à 0, il n'y a pas de réponse. C'est ça la programmation au niveau de l'ordinateur et c'est ça le système binaire. Vous voyez. Mais pour le cerveau humain, ce n'est pas la même chose. Pour le cerveau humain, ce n'est pas la même chose parce que moi, par exemple, si on me dit de résoudre cette équation, bien sûr, le delta est moins 11 qui est inférieur à 0. Je dirais que ça n'a pas de réponse, ça n'a pas de solution dans l'ensemble R, mais ceux qui ont fait la section scientifique, biochimie et maths physique vont se rappeler qu'il existe un ensemble de nombres complexes qu'on appelle l'ensemble C, dans lequel on définit un nombre imaginaire I carré, tel que I carré égale à moins 1. C'est que donc, quand vous avez un delta égal à moins 11, ça signifie delta égale moins 1 multiplié par 11, donc est égal à 11i carré. 11i carré, or 11i carré à la racine carrée. À la racine carrée, c'est la racine carrée de 11 multiplié par i. Et donc, la solution sera bel et bien trouvable. Donc, moi, avec mon cerveau, si on me flanque cette équation, je dirais, comme delta est inférieur à 0, cette équation n'a pas de solution dans R, mais elle a quand même une solution dans l'ensemble de ces des nombres complexes parce que l'ensemble de ces des nombres complexes est basé sur une imagination au cours de laquelle I carré égale moins 1, ce qui nous permet de pouvoir positiver tous les nombres négatifs dans R. Alors, là, vous voyez maintenant la différence entre la façon de fonctionner d'un ordinateur et la façon de fonctionner de mon propre cerveau. L'ordinateur, lui, il dit directement que non, comme b carré moins 4ac est inférieur à 0, il n'y a pas de réponse. Mais moi, avec mon cerveau, j'essaie de réfléchir, je me dis, il n'y a pas de réponse dans R, mais il y a quand même une réponse dans C. Et c'est la même façon que les médecins doivent fonctionner. Quand vous serez des médecins, quand vous aurez des malades, vous devez savoir faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc, un malade peut venir avec un signe clinique particulier. Vous n'allez pas dire, par exemple, si un malade vient vous consulter pour la fièvre, vous allez dire, ce malade a un paludisme. Mais ça, c'est quoi ça? Non, il y a ce qu'on appelle un diagnostic différentiel des fièvres. Donc, vous allez vous baser sur les caractéristiques de la fièvre et à partir de ces caractéristiques de la fièvre, vous serez capable de pouvoir dégager les différentes pathologies qui peuvent être associées à la fièvre là. De la même façon, vous devez montrer par votre méthode de réflexion que vous ne fonctionnez pas comme des machines, que votre intelligence n'est pas programmée. C'est là, c'est ça la différence entre un cerveau humain et l'ordinateur. Alors, nous allons continuer avec les autres différences. Le mode digital, contrairement au mode analogue.
Alors, ça c'est vraiment une différence très caractéristique entre le cerveau humain et l'ordinateur. Nous allons dire que les ordinateurs fonctionnent avec un mode digital. Donc, la réponse on ou off, le 1 ou 0, c'est ce que j'ai dit, comme faisant partie du système binaire. Donc, à chaque entrée correspond une sortie caractéristique, ce qui fait que ces ordinateurs transmettent les informations de façon beaucoup plus fidèle. Donc, il y a en tout cas une fidélité accrue dans la transmission de l'information et ce qui fait que ça puisse minimiser les erreurs. Donc, les ordinateurs fonctionnent avec précision justement à cause de ce système digital ou alors ce système binaire. À chaque entrée correspond une sortie. À chaque input correspond un output. Ce qui n'est pas le cas pour le cerveau humain. Le cerveau humain, lui, il fonctionne avec les deux modes. Il peut fonctionner avec le mode digital ou avec le mode analogue. On dira que, là ici j'ai donné un exemple. La loi du tout ou rien, la loi du tout ou rien symbolise un fonctionnement digital au niveau du système nerveux humain. Je vais donner un exemple. C'est quoi la loi du tout ou rien? La loi du tout ou rien stipule ceci. Lorsqu'un stimuli est appliqué sur une fibre nerveuse, il y a un seuil de potentiel d'action, un seuil de dépolarisation pour que le potentiel d'action soit déclenché. Donc, tout stimuli qui est appliqué sur une fibre nerveuse apportera ce qu'on appelle une dépolarisation. Mais toute dépolarisation ne signifie pas qu'il y aura genèse du potentiel d'action. Le potentiel d'action ne va naître que si le stimuli atteint le potentiel seuil. Le potentiel seuil, c'est-à-dire cette différence des potentiels qui permet la genèse du potentiel d'action. Par exemple, pour les fibres nerveuses, c'est moins 55. Donc, normalement, le potentiel de repos, c'est entre moins 70 et moins 90 pour la fibre nerveuse. Donc, quand vous avez une fibre nerveuse au repos avec, par exemple, un potentiel de repos de moins 90, vous appliquez un stimulus, il y a une légère dépolarisation, ce qu'on appelle un potentiel graduel. Le potentiel va augmenter, deviendra moins 70, ensuite ça deviendra moins 60. Tant que ce n'est pas encore à moins 55, il n'y aura pas de développement du potentiel d'action. Donc, tout stimuli. Alors, la loi du tout rien peut être définie comme stipulant que tout stimuli inférieur au potentiel seuil ne développera jamais le potentiel d'action. Mais tout stimuli qui dépasse le potentiel seuil développe immédiatement le potentiel d'action. Donc, c'est la loi du tout ou rien. À chaque entrée correspond une sortie. Vous appliquez un stimulus, s'il est inférieur au potentiel d'action, au potentiel seuil, pas de potentiel d'action. Tandis que vous appliquez un stimulus, s'il est supérieur au potentiel seuil, un potentiel d'action est développé. C'est ça le mode digital. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça le mode digital. Donc, là, le système nerveux fonctionne comme un mode digital. Mais aussi, il peut fonctionner avec un mode analogue. En ce sens qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de sommation. Le phénomène de sommation des potentiels graduels. On aura le temps de pouvoir parler à propos des potentiels graduels. Donc, vous pouvez appliquer un stimulus subliminal au niveau d'une fibre nerveuse. Quand on dit stimulus subliminal, ça signifie un stimuli qui est inférieur au potentiel d'action, mais en un temps très court. Si vous appliquez au même endroit un autre stimulus subliminal, ces potentiels vont s'additionner. Lorsque les deux potentiels vont s'additionner, lorsque les deux potentiels en s'additionnant arrivent à dépasser le potentiel seuil, le potentiel d'action sera généré. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de sommation. Et là, c'est un comportement analogue. Vous voyez? Donc, à partir de la sommation des potentiels, vous arrivez à avoir un potentiel d'action et grâce à ce phénomène, l'influx nerveux va se propager à travers la fibre nerveuse.
Donc, ça, ce sont des caractéristiques très, très importantes à pouvoir tenir en tête. Alors, nous avons la septième différence, c'est que les ordinateurs fonctionnent tous en série. On appelle one by one et le tout est commandé par un processeur. Tandis que le cerveau lui-même, lui en tout cas, il n'y a pas de fonctionnement en série. Lui, il fonctionne en parallèle. Donc, dans le cerveau humain, il n'y a pas de processeur. Dans le cerveau humain, il n'y a pas de processeur. Les neurones fonctionnent de façon individuelle, mais sont connectés entre eux, de sorte que ils arrivent à mimer un fonctionnement en réseau. Ils arrivent à mimer un fonctionnement en réseau, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement en parallèle. Et à ce niveau, vous allez voir, que les effets, si un neurone ne fonctionne pas au niveau du système nerveux central, l'influx nerveux peut atteindre un autre neurone via un autre neurone qui est fonctionnel. Ce qui n'est pas le cas du fonctionnement en série, du traitement en série de l'information au niveau de l'ordinateur. Au niveau de l'ordinateur, vous appliquez une entrée, mais il y a toute une série. Il y a toute une série de séquences qui doivent être suivies pour que cette information-là, à partir de la touche d'entrée que vous appliquez, puisse arriver au niveau du processeur. C'est ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la chaîne de transmission des informations, de cette information, s'il y a un niveau quelconque de la séquence là en question, il y a quelque chose qui ne va pas, l'information ne va pas atteindre les processeurs et par conséquent, la réponse ne sera pas générée. Ce qui n'est pas le cas pour l'ordinateur, pour le cerveau humain. Le cerveau humain, vous pouvez avoir une séquence de neurones, mais à un moment donné, vous allez voir au sein du réseau, il y a un groupe de neurones qui ne fonctionne pas. Mais étant donné que les connexions sont bel et bien multiples, le système est bel et bien en réseau, même si un certain nombre de neurones ne sont pas fonctionnels, l'information va rejoindre l'endroit cible via d'autres neurones, via d'autres connexions qui résultent d'autres neurones. C'est ça le traitement en parallèle de l'information. Alors, déterministe contre non déterministe. Donc, les ordinateurs sont déterministes. Là, on avait déjà dit, pour une même entrée, il y a toujours une même sortie. Alors, tandis que le cerveau, lui, il n'est pas déterministe. Donc, à une entrée peuvent correspondre plusieurs sorties. Donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité synaptique. Variabilité synaptique parce qu'un seul neurone peut se connecter à plusieurs neurones. Et de sorte que si par exemple un neurone se connecte à 6 neurones et que parmi ces 6, 3 ou 2 ne sont pas fonctionnels, l'information va rejoindre l'endroit cible à partir des 4 autres neurones qui sont fonctionnels. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut bel et bien élucider. Alors, nous avons fini à parler des similitudes et des différences entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et là, nous allons maintenant parler de l'organisation du système nerveux. Ici, le système nerveux est constitué par deux composantes majeures, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, lui, il est constitué par l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale a trois parties. L'encéphale a trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau lui-même, il a trois parties. Il a deux parties, le diencéphale et le télencéphale. Le télencéphale est constitué par les hémisphères cérébraux et les commissures interhémisphériques, tandis que le diencéphale comprend quatre parties, comme vous avez vu en neuroanatomie, l'épiphyse,
le thalamus, l'hypophyse et l'hypothalamus. Est-ce que vous comprenez? Je reprends encore mes explications. Là, je les ai données en détail sur toutes les parties du diencéphale. Je disais que le système nerveux central, le système nerveux comprend le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale comprend trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau lui-même comprend deux parties, le télencéphale et le diencéphale. Le télencéphale, il est constitué par les hémisphères cérébraux et les commissures interhémisphériques. Tandis que le diencéphale est constitué par quatre parties majeures, à savoir le thalamus, le subthalamus, l'épithalamus et l'hypothalamus. Normalement, l'épithalamus comprend l'épiphyse et les deux abénula, tandis que le thalamus, lui, il est constitué par les noyaux thalamiques qui sont séparés par la lame médullaire interne et la lame médullaire externe, comme vous avez vu en neuroanatomie. L'hypothalamus, lui, il est constitué par les tibères cinéréum, mais aussi par des noyaux hypothalamiques, magnocellulaires et parvicellulaires. Et le subthalamus comprend deux noyaux, à savoir le cordylus et la zona incerta. Alors, le cervelet, lui, il comprend un vermis médial, les hémisphères cérébellaux. On aura le temps de pouvoir en parler en profondeur, tandis que le tronc cérébral, il comprend les mésencéphales, le pont des varoles et les bulbes rachidiens. Vous vous rappelez de ces notions. Maintenant, la moelle épinière, elle est étudiée en fonction de sa division architecturale en substance grise qui est périphérique, mais aussi qui est centrale plutôt, contre sa substance blanche qui est périphérique, ce qui est tout juste le contraire de ce qui se passe au niveau de l'encéphale, où la substance grise est périphérique et la substance blanche est centrale. Alors, le système nerveux périphérique comprend l'ensemble de ce qu'on appelle des fibres nerveuses. Donc, nous avons les centres nerveux qui constituent le système nerveux central, mais de part et d'autre, nous avons des fibres nerveuses qui constituent bel et bien ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Donc, nous allons continuer notre direct. Je disais que le système nerveux périphérique, lui, il est constitué par des fibres. Des fibres, et là, il s'agit bel et bien des fibres nerveuses. Des fibres nerveuses, et ce sont des fibres nerveuses afférentes et des fibres nerveuses efférentes. Normalement, les fibres nerveuses afférentes, ce sont bel et bien des fibres qui récupèrent des informations de la périphérie et amènent les informations au niveau des centres nerveux, tandis que les fibres efférentes, elles récupèrent l'information en provenance du système nerveux central vers les organes périphériques. Alors, à partir de cette individualisation, nous allons diviser le système nerveux périphérique en deux divisions, la division afférente et la division efférente. La division afférente est bel et bien considérée comme la division sensitive, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces fibres nerveuses-là qui récupèrent les informations de la périphérie via des récepteurs sensoriels et les amènent au niveau du système nerveux central. Et donc, c'est la voie sensitive. Tandis que la division afférente, elle, c'est la division qui est chargée de la transmission de la réponse générée au sein du niveau du système nerveux central suite au traitement de l'information vers les organes cibles pour pouvoir moduler la réaction de l'organisme face au stimuli environnemental qui a été appliqué. Alors, voilà pourquoi nous avons déjà parlé de ce que nous venons de projeter ici, la division afférente. Donc, les informations viennent de l'environnement.
Ils sont dirigés vers le système nerveux central et cette division afférente est bel et bien sensitive. La division efférente, ici les informations en provenance du système nerveux central sont conduites au niveau des organes effecteurs qui peuvent être des muscles et des glandes. Alors, au niveau de la division efférente, nous avons deux voies. Nous avons deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie somatique. La voie somatique. Donc, le système nerveux efférent constitué par la voie somatique et la voie autonome ou végétative. La voie somatique, c'est cette voie-là qui a pour rôle de pouvoir assurer l'innervation des organes qui sont voués à une motricité volontaire. Par exemple, mon biceps. Si je veux contracter mon biceps, je dois utiliser la voie, mon système nerveux périphérique somatique. Parce que si je désire contracter mon biceps, je peux le faire. Je peux le faire parce que c'est un muscle qui est voué à une motricité volontaire. Ce n'est pas le cas, par exemple, si je me décidais de contracter mon duodénum ou mon jéjunum. C'est impossible parce que les duodénum et les jéjunum comprennent les muscles lisses. Les muscles lisses ne sont pas voués à un contrôle volontaire, ils sont voués à un contrôle involontaire. Et donc, la voie somatique, elle est dirigée vers les organes voués à une motricité volontaire, comme par exemple les muscles squelettiques, tandis que la voie autonome et les végétative, c'est elle qui assure l'innervation, le contrôle moteur involontaire, et il est constitué par les systèmes orthosympathique ou carrément sympathique et le système parasympathique. Et ces deux systèmes orthosympathiques et parasympathiques sont bel et bien des systèmes qui se contrebalancent eux-mêmes par leurs effets. Donc, le système sympathique a des effets contraires par rapport au système parasympathique. Donc, le sympathique module le parasympathique, tandis que le parasympathique aussi module le sympathique. Le sympathique, lui, il est cardio-accélérateur. Donc, il entraîne la vasoconstriction et augmente le débit cardiaque. Tandis que le parasympathique, lui, il est cardio-décélérateur. Donc, il entraîne le relâchement des vaisseaux sanguins, diminue la motricité cardiaque. On aura le temps de pouvoir parler de ces deux systèmes dans la dernière partie de ce cours. Mais il existe aussi un troisième système qu'on appelle le système nerveux entérique. Vous savez que au niveau, si vous vous rappelez bien de votre cours d'histologie de G2, on vous avait parlé de la constitution histologique de la paroi du type digestif, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Alors, dans la sous-muqueuse, il y a un plexus nerveux qu'on appelle le plexus sous-muqueux de Meissner, tandis que dans la musculeuse, il y a un autre plexus qu'on appelle le plexus musculé d'Auerbach. Alors, les deux plexus, le plexus musculaire de Meissner et le plexus musculaire d'Auerbach constituent ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et ce système nerveux entérique assure aussi l'innervation des organes soumis à une motricité involontaire. Donc, en quelque sorte, au niveau du tube digestif, assure la motricité du tube digestif, mais ne le fait pas seul. Le système nerveux entérique collabore avec le système nerveux autonome, mais aussi avec les hormones pour pouvoir assurer la motricité du tube digestif. Donc, c'est bel et bien très, très important. Il y a certaines publications qui associent le système nerveux entérique comme troisième partie du système nerveux autonome. Donc, selon ces publications, le système nerveux selon ces publications, le système nerveux, la voie efférente est constituée par le système somatique, le système autonome, et donc la voie somatique, la voie autonome et le système nerveux entérique. Mais il y a aussi d'autres publications qui mettent ce système nerveux à part. Donc, je les résume, il est constitué des plexus sous-muqueux de Meissner et musculés d'Auerbach.
Ce sont bel et bien des plexus nerveux localisés dans la paroi du tube digestif et assurent la motricité du tube digestif en collaboration avec les systèmes nerveux autonomes et les hormones qui sont produites par des glandes endocriniennes. Alors, nous allons maintenant parler de la terminologie au niveau du système nerveux central. Pas du système nerveux central, mais du système nerveux en général qui va nous permettre de pouvoir de savoir maîtriser certains termes qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, la substance grise. La substance grise, donc nous avons, avant de commencer la terminologie, il y a trois modèles. D'abord, il y a les repères anatomiques. Les repères anatomiques sont bel et bien utiles à l'orientation. Par exemple, quand on dit cranial, cranial c'est en haut, caudal c'est en bas. Antérieur, postérieur, homolatéral et ipsilatéral, ça sont bel et bien des termes anatomiques que vous devez maîtriser. Controlatéral et ipsilatéral, c'est pas la même chose. Controlatéral, c'est du côté opposé. Ipsilatéral, c'est du même côté par rapport à la structure qui est localisée. Donc, c'est très, très important de pouvoir savoir les repères liés à l'orientation. Ensuite, il y a des concepts qui font référence à un ensemble de neurones. Par exemple, la substance grise. La substance grise qui représente bel et bien l'ensemble des corps cellulaires. L'ensemble des corps cellulaires porte le nom de la substance grise. Mais là, c'est un ensemble qui est mal délimité. Vous voyez, je donne un exemple. Par exemple, au niveau du système nerveux central, vous pouvez avoir une substance grise qui est périphérique, tandis que la substance grise qui peut être périphérique ou centrale, elle est centrale au niveau de la moelle épinière, tandis qu'elle est périphérique au niveau du cerveau. Alors, le cortex cérébral, lui, il fait référence à l'ensemble de cette substance grise-là qui est localisée en périphérie au niveau cérébral. Là, on parle des cortex. Ça peut être cérébral ou cérébellé aussi, c'est toujours le cortex. Donc, cette substance grise localisée en périphérie au niveau de l'encéphale, c'est le cortex. Tandis que le noyau regroupe un ensemble de neurones ou de corps cellulaires qui est bel et bien délimité, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être nécessairement en périphérie ou au centre, mais quelque part dans le système nerveux central, un ensemble de corps cellulaires ou pratiquement des neurones bel et bien délimités qui possèdent une fonction tout à fait particulière. Donc, je donne un exemple. Et là, il faut bel et bien différencier un noyau et un ganglion. Quand vous avez un ensemble de neurones ou de corps cellulaires dans le système nerveux central, on appelle ça noyau. Mais si c'est dans le système nerveux périphérique, on appelle ça ganglion. Vous voyez la différence? Il faut bel et bien nuancer ça parce que souvent ça prête bel et bien à confusion. Je donne un exemple. Vous avez par exemple le noyau côté qui est une partie du striatum. Normalement, c'est un ensemble de fibres myéliniques, ce n'est pas un ensemble de fibres, mais c'est un ensemble de corps cellulaires qui sont localisés à côté de la capsule interne. À côté de la capsule interne et à l'externe par rapport au thalamus. Là, comme c'est un ensemble de neurones, dans le système nerveux central, on l'appelle noyau. Mais prenons par exemple le ganglion de Scarpa. Le ganglion de Scarpa qui est associé au huit vestibulaire. C'est aussi un ensemble de neurones. C'est un ensemble de neurones, mais il est localisé dans le système nerveux périphérique. Voilà la raison pour laquelle on l'appelle ganglion. Comme par exemple les ganglions spinales. Le ganglion spinal au niveau de la cornée postérieure de la moelle épinière. C'est un ensemble de neurones dans le système nerveux périphérique. C'est la raison pour laquelle on l'appelle ganglion. Donc j'espère que tout le monde comprend la différence entre un noyau et un ganglion. Alors, là, nous allons maintenant parler des substances. Substance, c'est aussi un ensemble de neurones
qui est localisé dans le système nerveux central, mais il est mal délimité. C'est ça la différence. Il est mal délimité, mais ces noyaux, mais ces neurones-là qui constituent la substance sont caractérisés par une fonction physiologique spécifique bien déterminée. Vous voyez la différence maintenant entre un noyau et une substance. Noyau et substance, tous sont localisés dans la moelle épinière. Donc, noyau et substance, tous sont localisés dans le système nerveux central. Mais la différence est que, bien que les deux sont des ensembles de neurones, le noyau, lui, il est bel et bien localisé. Ce qui n'est pas le cas pour la substance. La substance, c'est cet ensemble de neurones est mal délimité. Le noyau, lui, il est bien délimité, mais la substance, il est mal délimité. Et ce qui caractérise plus la substance, c'est que ces neurones, ces groupes de neurones-là, a une fonction physiologique tout à fait particulière, mais bien définie. Fonction physiologique bien définie, mais limitation vague, vraiment mal délimitée. Mais quand même, la localisation est dans le système nerveux central. Alors, le locus aussi, c'est bel et bien un ensemble de neurones, donc ça peut aussi jouer, même ça peut être aussi avoir la même caractéristique qu'une substance. C'est presque la même définition. Un ganglion, j'en avais déjà parlé. Ensemble de neurones dans le système nerveux périphérique. Alors maintenant, il y a bel et bien un ensemble d'axones. Le nerf est constitué comme un ensemble d'axones dans le système nerveux périphérique. Ensemble d'axones dans le système nerveux périphérique qui peuvent être myélinisés ou pas. Tandis que la substance blanche, elle, c'est un ensemble d'axones dans le système nerveux central, c'est-à-dire dans la céphale ou la moelle épinière. Une voie, c'est un ensemble de neurones. Une voie, c'est un ensemble de neurones qui est un ensemble de neurones qui peuvent qui peuvent emprunter la même direction, mais n'ont pas la même origine et n'ont pas la même origine, mais n'ont pas la même origine et n'ont pas la même destination, mais peuvent emprunter la même direction. Donc, en quelque sorte, la voie sont appelées le tract, encore ou tractus, ou alors le faisceau. Le faisceau, c'est presque la même chose. La voie et le faisceau, c'est presque la même chose. C'est d'ailleurs des mots qui peuvent être synonymes. Donc, même direction, mais origine et destination différentes. Une commissure peut bel et bien être aussi comparable à un faisceau de fibres, un faisceau d'un certain nombre de fibres qui sont localisées entre deux structures adjacentes dans le système nerveux central. Ce n'est pas possible de les avoir dans le système nerveux périphérique, comme par exemple le voie et le faisceau sont bel et bien visible dans le système nerveux périphérique, mais la commissure, elle est uniquement dans le système nerveux central. Alors, le lemnisque, c'est bel et bien l'ensemble des fibres localisées dans le système nerveux central, mais qui y pénètrent sous forme d'un ruban, comme par exemple le lemnisque médian, qu'on appelle encore ruban de Rayleigh. Le ruban de Rayleigh, il est constitué par un ensemble de faisceaux, donc des cordons postérieurs qui naissent au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, à savoir les faisceaux de Gold qui est médian et associé au membre inférieur, et les faisceaux de Burdak qui est latéraux associé au membre supérieur. Ces deux faisceaux remontent vers le haut jusqu'au niveau bulbaire où ils se rejoignent pour former ce qu'on appelle le lemnisque médian ou ruban de Rayleigh. Et ce lemnisque médian ou ruban de Rayleigh monte jusqu'au niveau du thalamus où à partir des connexions thalamo-corticales
les informations provenant de ces ménisques médians sont acheminées au niveau du cortex sensitif. Alors, le ménisque médian, c'est ce qu'on appelle le faisceau lemniscal qui est bel et bien responsable de la sensibilité tactile. C'est pas comme le faisceau spinothalamique qui, lui, est responsable de la sensibilité thermique et douloureuse. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier chapitre. Rendez-vous pour le deuxième chapitre. Dans cette partie, construisons la neurophysiologie.